Je vais vous parler d'un nouveau sujet là. Je vais aborder les mollusques et je vais commencer par les bivalves parce que ce sont des mollusques qui donc a deux valves, hein, comme son nom laisse entendre, de côté. Là essentiellement on va parler ceux du Paléocène et notamment du Tanétien. J'ai plusieurs gisements qui ont fourni des coquilles que j'ai moi-même récoltées, on va dire au cours de ces 25 dernières années. Ce sont des coquilles de grande taille. C'est pour ça que je vous les montre parce que il y a beaucoup d'autres petites coquilles, mais qui seront un peu moins spectaculaires. Donc je vais commencer par une série avec les gros bivalves pour essayer d'intéresser les personnes qui pourraient être susceptibles de voir cette vidéo. Les bivalves donc, sont des animaux qui ont deux valves, comme on l'entend. Ce sont des mollusques, majoritairement fouisseurs, mais pas uniquement. Il y a aussi des nageurs et puis d'autres qui sont fixés sur des substrats rocheux comme les ostréidés, les moules. Enfin, voilà, il y a multiples possibilités d'environnement. On va les distinguer surtout par au niveau de la jointure de la valve, ce qu'on appelle le crochet qui va se trouver ici. Alors je vous mettrai un petit schéma, j'ai plus tout en tête, mais concrètement on va avoir des crochets qui sont de ce type là, ou alors des crochets qui sont de nature taxodonte. Voilà, l'autre type de bivalve qu'on va voir, ce sont des bivalves qui ont des crochets, alors on va pas bien le voir sur ce spécimen, qui sont des toxodontes. Alors ça, c'est déjà du très gros bivalve, mais qui peut être encore plus gros, hein. C'est une Cuculea crassatina. Ce sont des bivalves typiques du Tanétien. À ma connaissance, on n'en a pas trop après, peut-être dans le Sparnacien, mais ça sera confirmé. Là, ils ont été un petit peu nettoyés, ils sont assez encroutés. Mais vous allez voir que j'en ai d'autres qui sont très différents, qui sont alors moins bien dégagés, mais qui sont d'une qualité un petit peu supérieure. Celui-ci vient d'un gisement où encore on voit encore la gangue, où il y avait énormément de bivalves, hein. C'était une couche, il n'y avait que du bivalve, mais essentiellement des petites et des moyennes espèces. De temps en temps, il y avait une Cuculea crassatina comme celle-ci, qui sont des gros bivalves caractéristiques, qui ont une coquille très épaisse et qui se préservent assez bien. Voilà. Alors, je vais le mettre en pause 2 secondes. Alors, voilà, j'ai un autre spécimen qui est beaucoup plus petit. Vous voyez, si on reprend par exemple le très gros et celui-là, c'est la même espèce, mais bon, il y a une différence de taille notable. Ceci dit, sur celui-là, on voit beaucoup mieux les charnières taxodontes, qui sont constituées par des petits traits similaires et qui permettent à la coquille de se fermer. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Bon, là, c'est une autre, toujours de la même espèce, Cuculea crassatina, mais celle-ci, vous voyez, elle est ornementée. Hein, généralement, l'ornementation a tendance à disparaître chez les grandes formes. Ceci dit, ça reste la même espèce. Hein. Ce sont des... Alors, ce font partie des très gros mollusques que l'on a dans le Paléocène du bassin parisien. Je vais mettre... Là, on a un autre type de mollusque, toujours un bivalve, bien sûr, du Tanétien. Là, ce sont des Axiena, enfin anciennement Glycémeris, qui existent toujours dans le registre actuel et que l'on appelle amandes de mer, qui sont souvent utilisées par les industriels en remplacement des pectènes maximus. On met ça, on met des Glycémeris et ce sont les amandes de mer qu'on consomme. Là, ceci dit, on a encore une charnière taxodonte. Ah, toujours pareil, constitué de petits traits. Alors, c'est rarement très gros, mais il en existe certainement des plus gros. Là, ce sont des spécimens que j'ai trouvés il y a maintenant une quinzaine d'années, bien tassés. Je vais vous montrer quelques autres bivalves. Alors, là, j'en ai un autre, malheureusement, elle est un petit peu endommagée. Ça, c'est une sorte de Crassatella, qui est toujours du Tanétien, du bassin parisien. C'est pas les mollusques les plus ramassés et c'est bien dommage parce que ils constituent quand même une part non négligeable de la malacofaune, hein. Même si effectivement les gacéropodes sont de loin les plus diversifiés, non par les formes et par la représentation dans certains gisements.
Ceci dit, on a dans d'autres gisements un petit peu plus récents, comme les faluns de Touraine, même si on est en dehors du truc, les faluns sont constitués de bivalves, essentiellement de bivalves d'Ananara curonica. Voilà. Et donc on a aussi des faluns dans d'autres domaines, les faluns de Pourcy, qui sont constitués essentiellement de bivalves aussi, mais là bon, on n'est pas sur du falin réellement, on est sur une abondance de coquilles, mais on n'est pas sur du falin. Là j'en ai encore une autre, elle n'est pas dégagée, elle est encore très encroûtée de mollusques. Je la laisse comme ça, vous voyez, ça se délite au fur et à mesure. C'est un sable extrêmement fin qui se situe dans la région de Beauvais, on va dire. Mais le gisement n'est plus accessible depuis fort longtemps. Et bon, moi j'avais eu l'occasion d'y fouiller, c'était en 2008, un truc comme ça, donc vous voyez, c'est pas récent. Alors, je le mets en pause. Alors, toujours dans les bivalves du Tannétien, là on a un corbis. Alors, ce genre-là est encore très présent jusqu'au lutétien moyen, hein, puisqu'on a le corbis lamellosa, je vous montrerai peut-être sur la partie lutétienne. Ceci dit, il existe déjà au Tannétien. Voilà, il est plutôt de forme allongée, strié avec des longitudinalement. On a encore d'autres formes là que j'ai pas encore identifiées, mais qui sont apparentées à des Méritrix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un autre là, peut-être un Chione, une petite Crassatella. Ça, on avait pas mal de petites Venericardia qui sont à peu près similaires à celle-ci, mais beaucoup mieux préservées. Donc celles-ci sont mieux préservées, sont mieux, l'ornementation externe est plus belle. Forcément, c'est un sable plus fin. Là, j'ai des phacoïdes, hein, qui sont des bivalves, qui sont assez fréquents à l'Éocène, je vous en montrerai après, plutôt au lutétien inférieur et moyen. Là, ceci dit, ils sont pas énormes, mais ils sont déjà d'une belle taille. Parce que au lutétien moyen, on peut en avoir qui font jusqu'à 8 cm, mais on peut avoir souvent des formes beaucoup plus petites. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Encore une petite crassatelle, encore un Fimbria. Celui-là est complet. Il est complet, celui-ci est complet. Alors celui-là est presque complet également, mais voilà. Donc ça, j'aime bien cette petite espèce là. Elle était assez jolie, bon, fréquente, pas hyper fréquente dans le Tannétien. Dans le lutétien moyen, elle est plus fréquente. Et bon, comme toujours, ça dépend des étages, bien sûr, et de la préservation des niveaux. Je vais mettre une petite pause. Là, pour revenir à la cuculea de tout à l'heure, on est sur une autre formation qui est un petit peu plus tardive et qui conserve de très gros spécimens, mais fortement dégradés. Celui-là, il se trouve que je l'ai vidé et consolidé récemment, parce que c'est pareil, c'est une vieille récolte et je l'avais jamais encore nettoyé. J'ai trié tout le sable qu'il y avait dedans et j'ai rien trouvé de particulier. Mais on voit une certaine épaisseur de coquille qui est vraiment caractéristique. Et alors le genre Cuculea est connu dans le registre fossile depuis au moins le Crétacé, où on trouve des moules internes. Et quand on trouve des moules internes de Cuculea, il faut s'imaginer un animal de cette forme-là, un peu triangulaire, avec deux muscles adducteurs très prononcés là. J'espère qu'on les verra bien, normalement oui, qui sont les muscles adducteurs servent à fermer la coquille de l'autre côté, puisqu'il y a une coquille de chaque côté pour rappel, hein. Donc c'est un gros animal fouisseur. Je vais mettre en pause. Alors là, j'ai un autre bivalve qui est très différent parce qu'il vient du Tannétien moyen de la Marne et il a nécessité un encollage parce que les coquilles de ce gisement sont d'une énorme fragilité. Donc s'ils ne sont pas encollés, ils partent en miettes. Il faut balayer et faire un encollage immédiat, sinon ça part en cacahuète complètement. C'est assez technique, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais ceci dit, il y a des superbes spécimens en gastéropodes là-bas. Et on voit que de l'autre côté, il y a aussi pas mal d'éléments
qui sont encore visibles. J'essaierai de mettre le nom. Normalement, il y a une publication qui avait été faite sur ce gisement-là il y a une dizaine d'années. Et c'est un gisement qui a été étudié par un collectif. Et qui est assez intéressant parce qu'il présente à la fois du marin, mais aussi des éléments qui sont plus continentaux, on va dire. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un ami qui me l'a donné, Alain. J'ai récupéré une partie de sa collection assez récemment. Et c'est un gisement toujours du Thanessien moyen de la Marne, et c'est une Modiola. Modiola dolobrata. Mais elle est d'une taille déjà assez conséquente. Et vous voyez surtout, c'est très nacré, très finement. Elle a été conservée avec du plexigum, c'est-à-dire c'est une préparation à base d'acétone et d'une poudre qu'on mélange à hauteur de 5 à 8% dans l'acétone. Voilà. Alors ça, des coquilles comme ça sont extrêmement compliquées à sortir. Moi, j'aurais été incapable de le faire, je l'avoue. Voilà, ça c'est une très très belle coquille, et en plus il y a les deux valves. Il y a deux valves similaires, donc il y en a une autre qui est un petit peu plus grande. Toujours la même bestiole, une Modiola. Il y a le numéro Cosman qui est inscrit dessus, 115.1, donc un PE 115.1, ce sera facile à retrouver. Voilà, donc ça c'est vraiment du beau matériel, des grands bivalves qu'on ne trouve pas fréquemment, mais qui sont rares et très difficiles à sortir. Alors, pour la partie du bartonien et du lutétien inférieur, on a des gros bivalves aussi qui sont classiques, mais qui sont peu recherchés. C'est dommage, parce que ce sont les Vénéricores planicosta. Celui-ci vient d'Auvers-sur-Oise. Il a été trouvé au tout début, quand j'ai commencé à fouiller dans le bassin parisien dans au début des années 80. Le site n'était pas protégé à l'époque. Maintenant, il est protégé. Enfin, une protection de façade. Et puis là, c'en est une autre, qui est un petit peu roulée, mais c'est ce qu'on appelle le faciès charrier d'Auvers-sur-Oise. Alors, c'est pas spectaculaire, mais ça fait partie des gros bivalves qu'on trouve dans le bassin parisien. Alors, ceux-là, on les a aussi bien du lutétien inférieur jusqu'au bartonien. On l'a aussi en Angleterre, mais ils sont de taille très réduite. Ça, j'étais assez surpris quand j'avais été en récolté en 2014 à Bracklesham Bay, dans l'équivalent du lutétien inférieur. Ça dépasse rarement la taille d'une petite taille comme ça. Je vais en avoir quelques-unes quelque part, mais enfin bon, c'est pas spectaculaire. Alors que celles-ci sont quand même spectaculaires dans l'histoire. Je vais vous montrer d'autres bivalves qui sont toujours de l'Éocène du bassin parisien. Alors, parmi les autres gros bivalves qu'on a dans le lutétien, notamment le lutétien moyen, on a les Abecardium gigas, ou Nemocardium gigas, parce que la nomenclature a changé plusieurs fois. Et alors quand on arrive à les trouver entiers, celui-là a été recollé, parce que ça reste quand même assez fragile malgré tout. Je l'ai recollé avec de la colle à bois, pour pas que ça se voit trop. Et on a une valve isolée avec un gros crochet et les muscles adducteurs qui sont ici. Alors étonnamment, les gens ne s'intéressent pas aux bivalves, mais ceux-là sont vraiment recherchés parce que ils atteignent des tailles encore plus importantes que ce spécimen-là. Alors ça vient d'un gisement que j'ai fouillé il y a plus de presque 20 ans maintenant, qui est plus accessible non plus, malheureusement. Et j'en ai retrouvé sur un autre gisement à Bourry-en-Vexin il y a quelques années, là. Pas aussi gros, mais assez joli par contre. Et puis j'avais d'autres éléments, alors qui sont, vous voyez, d'autres, toujours dans la même bestiole, mais qui sont à reconstituer. Et là, malheureusement, quand on regarde ça, on voit que bon, c'est reconstituable. Hein. J'ai des fragments par-ci par-là. Je pense que je dois bien avoir un complet. Ça fait un beau pulse. À l'occasion, ça fera un pulse. Alors, c'est une coquille qui est assez spectaculaire, qui est vraiment une des plus grosses du lutétien. Parce que, aussi bien dans le registre actuel, on a ce qu'on appelle les bénitiers, les tridacna, ou même d'autres grandes huîtres. Mais dans le registre fossile du bassin parisien, là, on a ces coquilles qui font partie vraiment des très très grosses coquilles impressionnantes.
et qui sont, vous voyez, quand elles sont complètes, ça donne ceci, on va dire, on exagère un petit peu, mais ouais, ça fait un énorme bivalve. Ah, ça fait quelque chose qui est déjà conséquent, on va dire, la taille d'une grosse orange. Une grosse orange, donc bon, voilà, c'est toujours plaisant à trouver, même si je me contente pas de prendre que les gros. Et là, je mets l'accent sur les gros pour peut-être essayer de vous intéresser à ces mollusques que je vous dis qui sont fortement délaissés à mon grand dame. Alors, je vais vous montrer d'autres bivalves. Alors, dans l'hyprésien du bassin parisien, parmi les grosses coquilles qu'on va trouver, donc l'hyprésien, c'est vraiment l'éocène inférieur, on a les crassatelles. Donc là, j'ai une crassatelle qui avait ces deux valves. C'est pour ça que j'ai bien prélevé, parce que ça fait partie des très gros bivalves que j'ai trouvé sur un gisement en particulier qui est dans le massif de Saint-Gobain, dans l'Aisne, et qui c'est rare d'avoir des grosses coquilles de manière générale. Et puis là, avec les deux valves, c'est encore plus rare. J'en ai une deuxième, un petit peu plus endommagée. Celle-ci, elle est un petit peu décalcifiée au niveau du bord. Ceci dit, bon, ouais, elle a un parti cassé, mais bon, elle reste complète. Alors, quand on trouve des bivalves comme ça en association de valves, c'est vraiment qu'on est dans un milieu de dépôt qui est très calme. Parce que si c'était pas calme, si c'est beaucoup ce qu'on appelle bioturbé, là on n'aurait pas ces éléments-là comme ça, ils seraient complètement dissociés. Hein. Donc là c'est l'intérêt de montrer ça. Bon, il y a beaucoup de gisements dans lesquels ils sont complètement dissociés. C'est rare de les trouver comme ça. Alors parmi les autres bivalves qu'on a dans le registre fossile et pas dans l'actuel, on a les camas. Les camas, ce sont vraiment des bivalves qui sont typiques du Tessien. On en a un petit peu au Miocène aussi, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait dans l'actuel. Ce sont des bivalves qui sont fixés sur un substrat rocheux souvent, et qui ont la particularité pour certaines espèces d'avoir des lames très longues. Hein, qu'on appelle des lames calcaires. Voilà. Cette espèce-là, elle vient du cuiseau lutétien inférieur de Darcy à Chaumont-en-Vexin. C'est une fouille qu'on a pu faire entre 2008 et 2011, je crois, de mémoire. Et on a atteint une couche qui est spécifique, qui s'appelle la couche rouge d'Abrard. Alors elle est peut-être pas rouge, mais elle avait tendance à devenir légèrement oxydée au contact de l'air. Et ce spécimen a été trouvé par un ami à qui je l'ai échangé. Voilà. Donc celui-là, c'est le Camas subgigas. Camas subgigas, je mettrai le nom au-dessus. Après, j'en ai d'autres qui viennent de Gisors, de l'ancienne sablière de Gisors, qui est complètement oblitérée, malheureusement. Ça a été un de mes premiers gisements où j'ai fouillé quand j'étais jeune. Maintenant, il est complètement enseveli. C'est un airsoft. Alors, vous pouvez toujours aller voir, mais vous ne verrez rien, malheureusement. Et là, ce sont des camas subgigas aussi, qui étaient surtout dans la partie supérieure. Et à l'intérieur, on voit un fimbria, enfin un corbis, qui est encore... Bon, celui-là, il est sale, il faudra que je le nettoie, mais ce sont les gros bivalves du lutétien. Alors après, parmi d'autres bivalves qui sont moins spectaculaires en taille, mais bien qu'ils soient quand même déjà assez jolis quand même en taille, c'est ça. Ça, c'est une Lima Preciosa qui a été trouvée à Darcy aussi. Celle-ci est vraiment d'une très belle taille et elle est superbement ornementée. Moi, ça fait vraiment partie de mes bivalves préférés. Les limas sont vraiment... alors, ça existe toujours dans le registre actuel. Hein, ce sont des animaux qui vivent dans les pays tropicaux essentiellement, mais il y en a aussi un petit peu dans les pays subtropicaux. Et puis après, on va voir ce type de bivalves qui sont plus communs pour beaucoup d'entre vous. Ce sont les solènes, hein, ce qu'on appelle les couteaux. Donc là, on est clairement sur des bivalves qui sont enfouis comme ça verticalement dans le sable et qui sont très abondants sur les plages françaises, notamment après une tempête. On va en trouver des millions échoués. Là, ceci dit, vous voyez, ils sont avec les deux valves, encore une fois. Je les ai absolument juste consolidés, mais je l'ai trouvé intact comme ça. Et celui-là, c'est vraiment un très très beau spécimen qui vient le Solène plagiolax, toujours dans la couche à Darcy. Alors j'en avais déjà trouvé dans les années 80, j'en ai retrouvé dans le chantier au milieu des années 2010.
Et bon, ça fait quand même partie des bivalves spectaculaires. Je vais vous en montrer quelques autres, et puis je pense qu'après on aura fait un peu le tour des gros bivalves du bassin parisien. Là, on est sur du lutétien moyen, sur une localité qu'on a pu fouiller en 2009 de mémoire. Et c'était à Liancourt-Saint-Pierre dans l'Oise. Un monsieur qui construisait sa maison est tombé sur une couche fossilifère très très riche. Et on a pu sympathiser avec lui. On a eu l'autorisation de venir fouiller pendant la fin des travaux, on va dire. On a pu fouiller l'équivalent de 3 ou 4 jours. Alors c'était un gisement qui fournissait des très très gros bivalves. Celui-là est complètement croûté. C'est une crasse à felle, mais elle est déjà d'une taille plus que remarquable. Et surtout là-bas, ce qu'on avait, c'était cette espèce-là qui est assez endémique du coin, qui est la Fimbria loani, et qu'on a trouvé, moi je n'ai jamais rencontré ailleurs que sur ce gisement-là. Pourtant, elle était existante sur 2 ou 3 autres gisements, mais je n'ai jamais vu ailleurs. Et là, elle était dans les fondations de la maison. Et la personne avait coulé vraiment la dalle sur la couche. C'est impressionnant. Et malheureusement, maintenant, il y a une maison dessus. Il n'y a plus de possibilité d'y fouiller. Ceci dit, on a eu la chance de pouvoir y fouiller quelques jours sans avoir à boucher, parce que la partie qu'on creusait était une future partie du jardin. Donc il nous a dit, vous embêtez pas à boucher. Au moins, voilà, c'était un énorme truc, vraiment très sympa ce monsieur-là. Et maintenant, quand je suis repassé devant ou qu'on passe avec Google Earth, on voit la différence. La maison occupe toute la couche. Et heureusement, j'ai fait quelques photographies de l'époque. Là, on va passer à un autre type de bivalve. Alors ça vient d'un autre gisement qui est pas très loin, qui est du lutétien moyen aussi, qui est un énorme phacoïde. Alors tout à l'heure, je vous en ai montré un qui était déjà de belle taille. Et celui-ci, il est complet. Et en plus, il a les 2 valves. Alors dissociées, mais il y a les 2 valves. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On en trouvait de temps en temps qui sont dans des blocs de grès qui sont absolument indissociables. Et puis de temps en temps on avait la chance de tomber sur un spécimen, donc c'est un Pseudomilta gigantea celui-là. Et j'en ai un deuxième spécimen que j'ai réussi à conserver en l'état, bon qui est un petit peu cassé ici. Et c'est des Pseudomilta gigantea. Il porte bien son nom parce qu'il est vraiment d'une taille extraordinaire. Et il se trouve que 2 amis ont fait une publication sur une bestiole assez similaire, je vous mettrai le lien, dans le Bartonien du sud-ouest de la France. Et qui sont vraiment encore d'une taille au-dessus. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a toujours des nouvelles espèces à trouver. Bon, celle-ci, elle est connue depuis longtemps. Elle n'est pas hyper fréquente, mais elle n'est pas non plus rare. Et puis, sur certains spécimens, notamment au guépel, on avait des spécimens beaucoup plus petits, on avait des cales. On appelle ça le calosa. J'essaierai de vous en montrer en photo. Voilà. Ceci dit, ça permet de voir déjà une variété de tout ce qu'il y a en bivalve. Je vais faire une petite pause, je vais vous montrer autre chose. Alors ça, c'est pas du tout spectaculaire, mais c'est très intriguant, parce que c'est un morceau d'huître que j'ai trouvé dans du lutétien inférieur du Vexin, il y a quelques années déjà. Et quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé, parce que j'en avais jamais vu de cette taille-là. Et il s'agit que d'un morceau, hein, puisque là on a au niveau de la tache ici, et une continuité de la coquille qui est ici, qui est, vous voyez, je ne sais pas si on le verra bien, mais qui est sous forme de petites lamelles, hein, qui sont des dépôts concentriques, on va dire, de carbonate de calcium. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, personne n'a vraiment d'avis. On en avait retrouvé un autre morceau similaire dans un autre gisement à Bourg-en-Vexin il y a 4-5 ans. Pareil, d'une taille à peu près similaire. Donc ça prouve qu'il devait y avoir des bancs d'huîtres de taille monstrueuse, mais qui ont été visiblement cassés et peut-être prédatées, hein, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de marques ici d'usure. Ça c'est souvent attribué à des spongiaires, des cliones, qui vont bouffer la coquille, qui vont se servir de la coquille comme un apport de minéraux. Et puis ici on a un corail, des traces de verre, des bryozoaires, enfin bon, on a tout un tas d'éléments qui viennent se fixer dessus, comme c'est souvent le cas, et c'est tant mieux parce que ça peut indiquer beaucoup de choses.
Voilà, bon bah j'ai fait un peu le tour pour tout ce qui est gros bivalves, et puis bah, on va essayer de monter ça, et puis on verra après. Allez. Toujours sur les bivalves, là, je vais revenir sur le bartonien. Parce que le bartonien ne livre pas beaucoup de grosses coquilles, mais il y en avait quelques-unes qui étaient très réputées, comme la Perna Lamarquie, qui est ici, et qui est une charnière taxodonte, qu'on voit très très bien, qui est une charnière dont toutes les dents de la valve sont identiques. Et de l'autre côté, c'est nacré. Alors celle-ci, j'en avais trouvé qu'une seule. Ça, c'est issu d'un échange que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Et cette huître-là, cette perna, a la particularité de faire des perles. Alors, c'est pas des perles modernes, hein, faut pas se ruer, mais il y avait des petites perles à perna à la marquise qu'on pouvait trouver dans le niveau et qui sont à l'état fossile. Voilà. Bon, j'en avais une ou deux, mais perdues en manipulant parce que c'est très petit. Et puis, je vais vous montrer un autre bivalve, alors sont les arcas. Alors, celle-ci, elle est une arca de la zone d'ovaire du guépel et qui est d'une taille absolument remarquable parce que moi-même, j'en avais jamais trouvé. Celle-là vient de l'ancienne collection d'un ami qui s'appelle Alain Kins et qui l'avait trouvé dans les années 80. Donc, pareil, une charnière taxodonte qui est très usée ici. Et puis la partie de la coquille est aussi très endommagée par des cliones et puis tout un tas d'organismes perforants, comme c'est souvent le cas dans ces niveaux-là. Mais bon, ça montre des tailles absolument fantastiques parce que ça, c'est pas la norme du tout, hein. Les arcas sont plutôt de 4-5 cm, pas plus. Voilà. Bon, ça fait partie des spécimens exceptionnels qui sont intéressants à voir. À plus.